Voilà, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de la soirée. Voici les titres. Au fin du pèlerinage marial de Popenguine, la messe eucharistique célébrée ce matin en présence de nombreux fidèles venus de partout. La délégation gouvernementale a été conduite par le ministre de l'Intérieur qui a salué également l'appui du chef de l'État. Préservation de l'écosystème marin, le Sénégal a pris l'option des récifs artificiels en vue de l'augmentation de la biomasse. Nous avons suivi l'immersion d'un bateau au large de Dakar. D'ailleurs, l'Union européenne a financé un projet dans ce sens pour un appui sectoriel des pêches. Le renforcement de la navigabilité du fleuve Sénégal dans une phase dynamique, les études sont bouclées par l'OMVS qui va ensuite s'atteler au financement. Mais nous démarrons cette édition par ce communiqué du ministère de la Justice. À la suite de la publication d'une enquête sur les découvertes de pétrole et sur les découvertes pétrolières au Sénégal, un rapport de l'Inspection générale d'État IGE circule sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Justice, soucieux d'éclairer les Sénégalais sur la gestion des ressources naturelles, a saisi le procureur général après la Cour d'appel de Dakar pour l'ouverture d'une enquête complète sur l'ensemble des faits allégués, aussi bien dans le dit rapport qui n'a pas encore été transmis à Monsieur le Président de la République que sur les autres dénonciations relatives à la gestion des contrats pétroliers. Le ministère de la Justice, d'ailleurs, va tenir demain une conférence de presse sur ce sujet fait à Dakar le 10 juin 2019. Le rôle de l'Église dans la construction nationale, un des points phares de la cérémonie officielle de la 31e édition du pèlerinage marial de Popenguine, le ministre de l'Intérieur, chef de la délégation gouvernementale, a réitéré l'engagement de l'État à donc achever les travaux du nouveau sanctuaire et des autres ouvrages de l'Église en réhabilitation. La synthèse de la cérémonie officielle avec lui, Philippe Sagna. Une fois de plus, la tradition a été respectée. Après la messe solennelle, il était question pour la délégation officielle de livrer son message à l'endroit de la communauté catholique. La ferveur religieuse que nous avons trouvée ici nous rassure car elle révèle tout le sens de ce rassemblement qui est un retour, sinon un attachement plus fort aux valeurs fondamentales qui ont toujours guidé et continueront de guider la marche de l'Église sénégalaise. L'actualité, c'est la recrudescence de la violence et le représentant du chef de l'État a saisi cette opportunité pour rappeler l'importante contribution de l'Église dans cette lutte contre ce fléau. Avec la recrudescence des crimes et la propagation d'idéologies aux antipodes des valeurs léguées par nos traditions respectives et pouvant ébranler fortement notre foi et crainte en Dieu, la vie de Jésus et de la Vierge Marie, tous vénérés à la fois par les chrétiens et les musulmans, doit être montré davantage en exemple dans notre société. Autre actualité, le dialogue national. Le ministre de l'Intérieur a salué l'implication de l'Église, un appel bien perçu. Notre devoir de prudence et de veille est plus que jamais sollicité aujourd'hui. Le véritable dialogue national doit être aussi un sursaut communautaire où chacun se sente responsable de la croissance, du bien-être et de la paix de l'autre. À Popenguine, le chantier d'un nouveau sanctuaire a été lancé par l'État, un acte hautement apprécié. Il s'agit pour nous d'une fierté qui ne s'estime plus simplement en termes de considération pour une communauté, mais s'exprime comme un élan naturel de vivre ensemble et d'estime fraternelle. Le nouveau sanctuaire, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor et tant d'autres ouvrages des 7 diocèses du Sénégal seront pris en compte, a rassuré le chef de la délégation officielle. La délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur. Et puis c'est un tableau de souffrance que l'évêque de Saint-Louis a présenté à Marie lors de la messe solennelle, la messe d'Eucharistie du haut du sanctuaire, le célébrant a invité les chrétiens à faire de Marie la mère de toutes les grâces. C'est avec Jeanne Dior. L'antienne de cette célébration de ce lundi de Pentecôte revient sur les forces de l'Esprit Saint de transformer les souffrances en grâces. Des grâces que la Vierge Marie peut aussi obtenir de son Fils, elle à qui l'Église offre les souffrances des fidèles. Les chrétiens sont bien conscients
de la puissance de cette femme extraordinaire, splendide et admirable qu'est Marie. Ainsi l'appelle-t-il Mère de la grâce, Reine et Mère de miséricorde, consolatrice des affligés, secours des chrétiens, salut des malades, médiatrice et avocate, Reine de la paix et porte du ciel. Dans son adresse aux milliers de pèlerins, Monseigneur Ernest Sambou a présenté un tableau de souffrance de la société dans l'espoir d'obtenir la compassion de Marie. Elles sont nombreuses aussi, les souffrances des Sénégalais, en particulier par les anciens cris, mais elles sont malades quelque part. La souffrance des étudiants qui travaillent dans un climat trouble et dont les cours continuent parfois durant la période des vacances. La souffrance de la situation ambiguë des élèves qui, innocemment, ne parlent que le Wolof, même dans la cour de l'école. Enfin, la souffrance des handicapés de toutes sortes, devenus des mendiants dans nos villes. Et j'en passe. Plus de 100 000 pèlerins achèvent un pèlerinage de 3 jours au pied de Notre-Dame de la Délivrance, une démarche de foi ponctuée par un parcours de 5 étapes, les célébrations eucharistiques, l'adoration du Saint-Sacrement, le chapelet à la grotte, la confession, mais aussi les rencontres fraternelles. Voilà, c'était donc les temps forts de la 131e édition du pèlerinage marial de Popenguine avec nos équipes qui étaient sur place. Je vous les ai en titre immersion de récifs artificiels au large de Dakar. Les récifs artificiels sont considérés comme des outils de préservation de la restauration de l'écosystème marin. C'est un projet financé par l'Union européenne dans l'appui sectoriel de l'accord de partenariat dans le domaine des pêches entre le Sénégal et l'Union européenne. Notre reporter Ibrahim Malong a assisté à l'immersion de navires au large de Dakar. Le début d'une mission nourricière. L'épave de 90 tonnes se retrouve désormais au fond de l'océan. Considéré comme un outil de gestion, le récif artificiel participe à la préservation, mais aussi à la restauration de l'habitat. Le rôle du récif artificiel, c'est comme d'être une maison, un endroit de sécurité où les poissons peuvent se regrouper, peuvent se nourrir, peuvent se reproduire et constituer un stock de renouvellement des espèces. Dans un pays comme le Sénégal, nous avons à peu près une centaine de chalutiers. Et qui connaît la pêche au chalut, c'est une pêche destructrice qui a tendance à détruire le fond marin. Et pour régler ce problème et restaurer le fond marin, des épaves créatrices de récifs artificiels sont immergées. Mais l'immersion du navire obéit à une certaine méthode. Elle consiste au bateau de recevoir une bonne quantité d'eau. Et pour cela, il y a 2 procédés. Le premier procédé consiste à ouvrir ce qu'on appelle la marmite. La marmite, c'est un tuyau qui est sur la quille du bateau et qui communique directement avec l'eau. En ouvrant cette marmite, l'eau entre par le bas dans le navire. Maintenant, le second procédé également, c'est d'ouvrir de faire des ouvertures au niveau des 2 flancs. Maintenant, lorsque l'eau va entrer par le bas et que le niveau de l'eau atteint également le niveau des ouvertures, l'eau commencera à entrer en force. Entrer en force jusqu'à couler le navire. Mais avant d'en arriver à ce stade, tout un processus. Il y a d'abord une première étape. Elle est relative à la préparation du navire. On a enlevé les ordures, enlevé toute matière fragile, enlevé les hydrocarbures et créer des couloirs aménagés, ça veut dire créer des couloirs de circulation des espèces que nous espérons coloniser. C'était 3 navires. Il a fallu 2 ans pour faire tout ça. 2 ans pour préparer le navire et enlever toutes les matières polluantes. Avant le remorquage, l'équipe d'immersion procède au dernier réglage. Ce sont les chalimistes qui vont faire des découpages pour pouvoir permettre l'eau de rentrer. Parce que là, nous avons 3 vannes à ouvrir. Avant d'ouvrir les vannes, il faudra faire des découpages sur les côtés, de chaque côté.
il faudra faire des découpages. Si on fait les découpages, si on a fini les découpages et que les chalmistes me disent qu'ils ont fini, là, moi, je descends en bas avec mon équipe pour pouvoir ouvrir les vannes. Preuve par l'exemple, une démonstration dans la partie inférieure du bateau avant l'acte final. Il suffit juste d'ouvrir ici pour permettre à l'eau de s'infiltrer. Ça participe ainsi à équilibrer le navire pour l'immersion. Ici, rien n'est insignifiant. Ces briques et autres charges participent non seulement à la création d'habitats pour les poissons, mais aussi à alourdir le navire pour une immersion rapide. Fini les préalables, c'est donc parti pour le remorquage, sous le regard du ministre de la Pêche et de ses partenaires. Arrivé au point de chute, le travail commence. Des manœuvres de tous bords. Des ouvertures sont ainsi créées sur les flancs. Avant d'ouvrir la marmite. Quelques minutes plus tard, le navire prend l'eau et disparaît de la surface. Au fond des océans, c'est une nouvelle vie qui commence. Voilà, et puis en marge de cette cérémonie d'immersion, les autorités ont magnifié le partenariat qui lie le Sénégal à l'Union européenne. Je vous propose d'écouter tour à tour l'ambassadeur de l'Union européenne à Dakar et le ministre des Pêches. Elles sont au micro de Ibrahim. Ces récifs sont utiles et nécessaires, car ils facilitent la reproduction de la ressource halieutique, indispensable composante de notre coopération dans le cadre, vous l'avez mentionné, de notre accord de pêche qui lie le Sénégal et l'Union européenne. Au total, dans le cadre de cet accord de pêche, ce sont 3 navires qui ont été préparés et, il faut le souligner, très soigneusement nettoyés à cette fin pour l'immersion, et 10 000 pots en terre cuite produits pour la création de récifs artificiels. Ils sont immergés en coopération avec les acteurs de la pêche artisanale et sportive dans le cadre du plan national de création des récifs artificiels. D'étroites relations lient le Sénégal à l'Union européenne depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, cette relation comprend à la fois un dialogue politique structuré, des relations commerciales fortes et une coopération technique et financière en appui aux populations de notre pays. Cette coopération est notamment illustrée par la signature le 20 novembre 2014 d'un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, communément appelé accord de dernière génération. Cet accord donc cible, contrairement au précédent, les thons majeurs qui constituent une ressource migratrice dans tous les océans en général et dans l'océan Atlantique en particulier. La lettre de politique sectorielle de développement de la pêche et de l'aquaculture s'inscrit dans cette vision du plan Sénégal émergent et définit les priorités d'action du gouvernement dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Et à ce titre, gérer durablement les ressources halieutiques et restaurer les habitats à travers la promotion des mesures de conservation est l'un des objectifs spécifiques de la politique sectorielle. Ceci pour pallier les impacts négatifs de l'activité de l'homme depuis des décennies sur le milieu marin, à savoir les pollutions diverses, la destruction des habitats et la surexploitation des stocks. Cérémonie d'immersion au large de Dakar avec les récifs artificiels. Nous allons dans le nord du pays pour parler cette fois-ci du projet pour la navigabilité du fleuve Sénégal qui est en marche. Il va mobiliser 500 millions d'euros. La phase d'étude est déjà bouclée, annoncent les autorités de l'OMVS lors d'un atelier d'échange. Et pour la réalisation, la Compagnie nationale du Rhône en France, qui totalise 80 ans d'expérience, va accompagner l'OMVS dans ce chantier titanesque. Restaurer la navigation sur le fleuve Sénégal de Saint-Louis à Abidjan au Mali sur une distance de 905 km. Un projet en souffrance depuis 47 ans est en passe de devenir une réalité. À travers une journée d'échange à bord d'un bateau de Saint-Louis à Diamant, les membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS, se sont attelés à montrer que le projet avance. C'est un projet complexe, c'est un projet
a plusieurs facettes. Et comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est heureux de constater que tout ce qui devait être fait en amont, en termes d'études, a été réalisé. Le port maritime de Saint-Louis, les études APS sont finies, les études APDDAO jusqu'à la réalisation, et même au pieux, qui vont être installés pour soutenir les portails du port, tout a été étudié, bien étudié par des bureaux d'études au niveau mondial. Le chenal navigable, plus le port d'Ambideli, même le volume de ce qui va être dragué, 8 millions de mètres cubes de gravier qui vont sortir, et des sédiments qui vont sortir du fleuve. Tout ça, ça a été étudié de manière approfondie. La gestion et la modernisation de l'écluse du barrage de Diama par lequel passons la batterie, les embarcations. Tout ça a été étudié. À sa création en 1972, l'OMVS s'était fixé 3 objectifs. Les 2 sont atteints, à savoir l'énergie et l'agriculture irriguée avec les barrages de Manaltali et de Diamant. Les pays bénéficiaires du projet de navigation, Mali, Mauritanie, Sénégal, se mobilisent pour la réalisation du 3e objectif. Le développement du transport fluvial va augmenter la croissance économique. Ce projet vous dégage seulement avec la demande de transport de personnes, de marchandises, 6% de taux de rentabilité interne, avec des impacts sur le niveau de taux de croissance de chaque État, que sont la Mauritanie, le Sénégal et le Mali. C'est du développement sur le développement, c'est des valeurs ajoutées exceptionnelles. La Compagnie nationale du Rhône, CNR, à côté de l'OMVS depuis 15 ans, entend lui faire profiter de son expérience. Ce que CNR va apporter, je l'espère, à la fois à la SOGENAV et à l'OMVS, c'est de pouvoir faire bénéficier en fait ceux qui vont aménager le fleuve Sénégal du retour d'expérience que nous avons sur l'exploitation et la maintenance d'un fleuve dans sa fonction navigation. Il faut que vous sachiez que nulle part au monde, il n'existe une entreprise unique, intégrée, qui gère un fleuve dans ses 3 fonctions, avec cette, je dirais, multiplicité d'usages autour du fleuve. Pour réaffirmer son engagement à soutenir l'OMVS dans ses ambitieux projets, la CNR a signé une convention avec la Société de gestion de l'énergie de Manaltali. Et retour à Dakar pour retrouver la terre ferme, des milliers d'usagers contrôlés, des dizaines de véhicules et des centaines de motos immobilisées. C'est le résultat des opérations menées par la gendarmerie nationale sur certains axes de Dakar et environ. Ces opérations font partie d'un vaste plan élaboré par le commandant de la gendarmerie, Moussa Mané. L'opération consiste à lutter contre l'insécurité routière et la recrudescence des accidents de la circulation. C'est ainsi que le haut commandement de la gendarmerie nationale a élaboré un plan d'action. Cette opération est prévue pour durer pour une première phase d'1 mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin. Maintenant, un effort particulier sera fait sur les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, où effectivement la circulation va être beaucoup plus dense par certains endroits. Toutes les unités territoriales et routières sont déployées sur le terrain pour sécuriser les axes routiers. Aussi, des moyens logistiques de contrôle et de mesure de la vitesse des véhicules sont mis à la disposition des éléments. Tous les moyens de police de la circulation sont déployés. Et sur l'autoroute à péage, vous allez voir qu'il y a les snomomètres qui ont été mis en œuvre et qui vont en tout cas contrôler la vitesse qui est prescrite sur l'autoroute à péage et amener les usagers à respecter cette vitesse. Donc véritablement, le commandement de la gendarmerie a mis en place tous les moyens nécessaires pour que cette opération se déroule dans les conditions les meilleures. Mieux, la gendarmerie s'attelle à accompagner les contrevenants pour leur permettre d'être en règle. Cela a été fait en étroite collaboration avec la direction des transports. Si bien qu'aujourd'hui, beaucoup de ces motos qui ont été immobilisées sont finalement restituées à leurs propriétaires après régularisation. Ces opérations qui ont débuté à Ouakam, Yoff, Maris, Anne vont se poursuivre dans un long terme afin d'inverser la tendance actuelle des accidents notés sur les routes. L'ambassade de l'Inde à Dakar a organisé une marche pour la propreté et 10 km ont été parcourus par des enfants, jeunes et adultes qui ont nettoyé les grandes artères de Ouakam-Gor et Almadi Fatou Diouf. Quelques étirements, histoire de réveiller les muscles. Et c'est parti pour 10 km de marche. Valise et sacs poubelles entre les mains, il marche. En même temps,
il nettoie et ramasse les ordures dans les rues de Ouakam, Ngor, Al-Madi et Mamel. Le Gandhi March, une initiative de l'ambassade de l'Inde pour sensibiliser les populations sur la nécessité de maintenir nos villes propres. La Gandhi Swachhta March aujourd'hui a pour l'objectif de lutter contre la saleté injuste dans nos quartiers et nos vies. Cette lutte contre la malpropriété est avec nous-mêmes. Je suis sûr que cette marche aujourd'hui nous inspirera à rester propres, à nettoyer nos maisons et nos quartiers. Enfants, jeunes, adultes et personnes du troisième âge ont tous marché pour un corps sain dans un environnement sain. Merci d'avoir encore choisi le monument pour cette grande manifestation sportive et d'environnement. Parce qu'en même temps que nous allons marcher, nous allons aussi veiller à la propreté de l'espace sur lequel nous allons marcher. Et c'est ça l'intérêt principal de cette randonnée. Le Gandhi March marche depuis 1930 grâce à Mahatma Gandhi. Cette 105e édition revêt un caractère symbolique parce que marquant l'anniversaire de la libération de l'Inde de la domination britannique. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, à l'occasion de la clôture des activités dédiées à la Semaine de l'Environnement, va procéder à l'inauguration de la 6e station de mesure de la qualité de l'air. Ce sera au stade Amadou Barry. Et puis, dans l'actualité, lancement de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés à Tambacounda. Plus de 400 000 moustiquaires donc, seront distribués cette année. La région médicale compte sur la sensibilisation pour gagner ce pari. Abdoulaye Sinkaré. Pour un cachet populaire, la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés s'est tenue au quartier Afia. Le quartier dans lequel nous nous trouvons est l'expression vivante de la communauté. C'est un melting pot. C'est véritablement un endroit où il faudrait peut-être réussir l'ancrage populaire pour une telle activité. Les outils donc assignés par rapport à cette campagne, c'est vraiment la disponibilité de 100% donc des couchages en moustiquaires imprégnés. Et nous pensons donc avec le nombre que nous avons, 100% des couchages donc seront donc complets. Maintenant, l'autre objectif donc qui est assez difficile, un peu difficile, est donc l'utilisation. Nous attendons donc 80% d'utilisation des moustiquaires par rapport à la population de manière globale. Zéro pali, je m'engage, c'est le slogan de cette année. Ce qui passe par une large distribution de moustiquaires imprégnés, plus de 445 000 sont prévus pour la région. L'année dernière, durant l'hivernage, on a eu un taux de 25% sur 1000. C'est beaucoup. D'ailleurs, le docteur quand même l'a dit tout à l'heure. 25% de pertes dues au pali sur 1000, c'est quand même beaucoup pour la région de Tambacounda. C'est pourquoi l'État, avec ses partenaires, vraiment a décidé quand même de prendre l'affaire à bras le corps. Vraiment, maintenant aussi, la seule politique qui vaille en matière de lutte contre le paludisme, c'est la politique de la distribution des moustiquaires imprégnés. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Mais cette fois-ci, l'État veut, à travers cette distribution, vraiment gagner la bataille de la lutte contre le paludisme. Cette année, la campagne de distribution est menée simultanément en Gambie, une manière de sécuriser les arrières dans la lutte contre le paludisme. Rideau sur la 6e revue annuelle du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence PAQUET. Les acteurs de l'éducation ont pendant 2 jours passé en revue le secteur Pape-Kolingom. Organisations syndicales d'enseignants, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers, bref, tous les participants à la 6e revue du PAQUET ont salué la tenue de ces assises et la démarche inclusive adoptée. Nous avons aussi été satisfaits des pré-revues parce que nous avons eu, avec les pré-revues, l'opportunité en tant que société civile d'interagir de manière directe avec le gouvernement sur des préoccupations. Ces 2 jours de rencontres et de partage ont permis aux acteurs d'évaluer les activités et d'apprécier les résultats de l'année dernière. Du point de vue global des performances, il y a quand même des déficits. Du point de vue du financement, il y a un gap à combler, imputable à la contribution des partenaires techniques et financiers, imputable aussi, disons, à la partie gouvernementale. Si nous regardons les résultats que nous avons obtenus dans la dernière période, évidemment que nous avons toutes les raisons de dire qu'il y a encore des pas à faire. S'appuyant sur les leçons apprises et dans une perspective d'amélioration des performances et du pilotage, 29 recommandations ont été adoptées.
cette revue, aussi dans ses recommandations, a invité toutes les composantes de la société, notamment le gouvernement, à travailler à mettre en place les conditions d'une meilleure stabilité. Parce que sans stabilité, le système ne pourra pas faire des performances. Si nous manageons bien, évidemment, le système, en aménageant de l'espace pour chaque catégorie d'acteurs, en valorisant chacun d'entre les acteurs, nous pensons qu'on peut solidairement arriver au bon résultat. Les partenaires techniques et financiers sont entièrement engagés auprès des 3 ministères pour les accompagner dans la mise en œuvre de la réforme et du renforcement du système éducatif. La 6e revue annuelle du programme d'amélioration de la qualité de l'équité et de la transparence a été riche en enseignements et surtout en plaidoyer. Une mention spéciale a été destinée à la direction de la planification et de la réforme de l'éducation pour le travail abattu en amont. Et nous en arrivons au sport Tamba Basket Club qui s'impose devant le Sibac, une victoire importante à une journée de la fin des Pédants. Les Tambacounda comptent donc carrément sur leur chance pour rester dans l'élite, suivant les réactions des 2 entraîneurs. Ils sont au micro de nos équipes sur place à Tambacounda. Juste à féliciter les gosses parce que ça a été quand même difficile. On a moins de 25 points d'écart, mais à la fin, nous étions à 11 points d'écart. Donc il faudra réellement que nous nous relancions réellement dans cette deuxième phase. Et il nous reste 5 matchs, donc il faut les gagner pour se maintenir réellement en première division. Ce n'est plus une histoire de poule, parce qu'en play-down, c'est les classements depuis le premier tour, depuis le championnat régulier. Donc nous sommes à 3 victoires aujourd'hui, cela veut dire que il y a ASC qui doit jouer, aussi ils étaient à 3 victoires. Il faut essayer de se battre, parce que nous sommes avant-derniers. On a essayé d'enchaîner comme des victoires pour se maintenir. Il ne reste que ça. Nous étions jusqu'à l'autre jour, nous étions avant-dernier devant HLM Basket Club. Je peux dire qu'à ce moment, on a une situation à peu près favorable. Parce qu'avant d'entamer ce match, on était classé 2e. Peut-être avec cette défaite-là, on sera 3e ou 4e. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de danger. On est confiant à 100%. D'autant que ce sont des matchs à aller et retour. C'était plus un problème d'engagement que de température ou autre chose. Et puis de la lutte dans cette édition, comme vous allez le voir sur ces images, avec à l'occasion du drapeau Doudou Diagne Dieko, président de l'association des amateurs de lutte, avec le combat qui s'est déroulé entre Moudoudia de l'écurie Yoff qui s'est imposé devant Khewol de l'écurie Bawol. Donc une chute nette, victoire donc sans bavure à l'occasion du drapeau Doudou Diagne Dieko, président des amateurs de lutte. Pétanque, l'équipe nationale quitte Dakar mercredi à destination de Lomé au Togo, où elle prendra part au championnat d'Afrique qui se jouera le week-end prochain en triplette. Donc, nos polices se sont entraînés ce matin au Boulodrome. Papa Arona Diagne de Dieuppeul, le coach Biran Touré au micro de Jacob Ndir. Les chances du Sénégal sont des chances réelles, d'autant plus que sur le plan mondial, on est classé 3e, donc on est attendu quand même au tournoi parce que c'est pratiquement la deuxième compétition majeure qui se passe dans l'année. Le mois passé, on est parti au championnat du monde en doublette et on a eu un classement de 5e mondial, bien qu'on avait eu la prétention d'être sur le podium. Mais bon, ce n'est que partenaire actuellement. On est tout droit sur la route des championnats d'Afrique et je pense bien qu'on est bien attendu au tournoi parce que le Sénégal figure parmi les favoris de ce tournoi. Mais ce qui est plus important, c'est la qualification au championnat du monde qui vont se dérouler en Suisse en 2020. Et ces qualifications passent par une bonne représentation du Sénégal à ces championnats d'Afrique. Donc, nous, d'abord, on a un premier objectif qui est de se qualifier au championnat du monde, mais l'objectif majeur, c'est d'être sur le podium et prendre le titre de champion d'Afrique. Dans l'actu sport, en express ce week-end, retenez que la légende du basket français Tony Parker a annoncé ce lundi sa retraite en NBA. Les Toronto Raptors donc filent vers leur premier sacre en cas de victoire ce soir face aux Golden State Warriors à l'occasion du match donc 5 de la finale 2019 en tennis. Raphaël Nadal a remporté le tournoi de Roland-Garros pour la 12e fois et en foot, le Portugal a soulevé le premier trophée de la Ligue des Nations. On parle de tout
tout cela donc dans Actu Sport Express ce week-end avec Ibrahim Bouba. L'actualité internationale avec les 10 candidats à la succession de Theresa May qui ont tous déposé, qui ont déposé ce lundi leur candidature. Au Mali, une nouvelle tuerie a fait au moins près d'une centaine de morts. C'est le premier sujet de l'actualité internationale. Sur ces images amateurs, ce qui reste de ce village de Mopti, la localité est située dans la commune de Changa. Selon le gouvernement, a été attaqué hier par des hommes armés. Un bilan provisoire de 95 morts est établi et plusieurs personnes ont été portées disparues. On parle d'une cinquantaine d'assaillants qui ont tout ravagé dans ce village. À Manhattan, un hélicoptère s'est écrasé sur un immeuble. Pour le moment, on dénombre un mort et plusieurs blessés. Les services de secours sur place poursuivent les opérations de sauvetage. Au Royaume-Uni, les candidats à la succession de Theresa May, Première ministre de la Grande-Bretagne, ont tous déposé ce lundi leur dossier de candidature. Les premières auditions devront démarrer ce mardi. Un premier vote est prévu à partir de ce jeudi. Chaque candidat doit au moins obtenir 17 voix pour aller au second tour. Ce processus va se poursuivre jusqu'à ce qu'on obtienne les deux finalistes. Et c'est dans la dernière semaine du mois de juillet que la Grande-Bretagne va connaître le nom de son nouveau Premier ministre. Voilà, merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée.